information nous allons diffuser. Interview nous avons avec l'ambassadeur Canada en Haïti, André François Giraud. Oui, ambassadeur a répondu à une question pendant presque 40 minutes. Nous avons abordé des questions de sécurité, centre de formation MONCAS, et coopération avec la police, dotation d'équipement, mise en place force de répression des gangs, financement, et dans la deuxième partie interview d'aborder la conjoncture politique avec lui. Nous invitons autant. Merci, monsieur l'ambassadeur Giroux du Canada de répondre à nos questions ce matin sur Magic 9. Le Canada est un partenaire durable d'Haïti dans plusieurs domaines. Nous allons évoquer la coopération en matière de sécurité. On a vu récemment la livraison d'une dizaine de véhicules blindés, du transport de troupes avec des tourelles. On a vu également que vous étiez présent pour souligner que le Canada a financé le centre de formation de Morne-Casse et son programme. Avec vous, nous allons évoquer tout ça, ce changement apparent de paradigme de cette coopération pour aller au plus près des besoins des forces de sécurité, être plus efficace et avoir des résultats. Et nous sommes également tentés d'aborder avec vous la force de répression des gangs. Est-ce qu'on sera dans le calendrier? Comment cela va se passer? Comment se porte la police nationale d'Haïti? Et aussi évoquer avec vous les perspectives politiques avec les élections qui doivent mettre un terme à cette transition politique, en tout cas cette troisième phase de la transition politique. Encore une fois, merci monsieur l'ambassadeur. Pour rentrer d'emblée dans nos questions, pouvez-vous nous présenter le centre de formation de MONCAS et son programme? Oui, avec grand plaisir. Et puis, permettez-moi de vous remercier pour cette occasion d'échanger et mes meilleures salutations à tous vos auditeurs. Donc, évidemment, oui, effectivement, le centre de formation de MONCAS et son programme, c'est vraiment un centre qui est dédié à la formation tactique destinée aux effectifs de la police nationale haïtienne. Donc, on a, dans le cadre de notre contribution, on a reconstruit, rénové le centre, on a acheté les équipements d'entraînement tactique qui sont adaptés au contexte dans lequel doit opérer la PNH, c'est-à-dire des combats en milieu urbain, dans des milieux denses. Et en plus, on a aussi développé et on offre la formation spécialisée des instructeurs de la PNH. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'offrir à la police nationale un environnement d'entraînement tactique spécialisé avec des équipements adaptés pour permettre aux effectifs de faire échec aux gangs lourdement armés. Et évidemment, ce que l'on souhaite le plus, c'est que la police puisse rapidement prendre en charge et opérer le centre de manière complètement autonome. Et l'objectif, c'est vraiment de remettre les clés à l'exécutif de la PNH une fois que tout sera bien rodé et qu'on aura eu la chance de former les formateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir ou comprendre de cet ajustement et du curriculum de formation dans le cadre de ce centre? C'est que l'engagement du Canada ces 3 dernières années a été augmenté de façon importante pour justement ajuster à la situation tragique que vivent les Haïtiens et les Haïtiennes au quotidien. Donc, tout ce que nous faisons est vraiment en consultation avec les autorités et quand on fait des investissements dans la formation, dans l'équipement pour la PNH, par exemple, c'est vraiment en étroite collaboration avec l'exécutif de la police nationale. Donc, c'est sûr que le contexte a beaucoup évolué et donc c'est une façon de répondre à ces besoins que ce centre de formation tactique a été développé. Et c'est vraiment, encore une fois, un double objectif, c'est renforcer l'efficacité des interventions de la PNH parce qu'on doit reconnaître que beaucoup des effectifs de la PNH ont été formés à une époque où on parlait de police communautaire, qui est toujours une question très importante, mais on s'entend, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire blocage, à neutraliser les groupes armés. Et donc, c'est vraiment de les former pour qu'ils puissent opérer dans un environnement de combat urbain extrêmement complexe et de faire face à des groupes qui sont lourdement armés. Et c'est aussi donner à ces policiers les outils pour assurer leur propre sécurité. Donc, c'est de faire ces opérations de façon efficace tout en
en se protégeant eux-mêmes, parce que c'est ce qu'on souhaite le plus. Donc, nous ne sommes pas dans le schéma classique de gardien de la paix, de policiers formés pour verbaliser, assurer exclusivement la circulation et faire des interventions assez limitées. Donc là, on serait plus proche d'une formation comme les carabiniers du Chili ou comme les gendarmes français. C'est military police ou quelque chose qui s'en approche? Écoutez, je suis pas assez expert pour vous dire quelle est la meilleure analogie à utiliser, mais on parle vraiment d'outiller des policiers qui sont sélectionnés par la PNH, qui ont déjà une base, mais c'est vraiment de les ramener à un niveau supérieur, de leur donner un langage commun, parce que certains ont été formés, comme vous dites, peut-être au Chili, en France, par le Canada. Donc, c'est vraiment de ramener tout le monde à un même niveau de compétences communes, de façon à ce qu'ils puissent être d'autant plus efficaces. Donc, on parle de petites cohortes de 30 policiers pendant 3 semaines qui passent à travers un exercice là de remise à niveau et d'augmentation de leur capacité de justement faire ces interventions contre des gangs lourdement armés en milieu urbain. L'objectif, c'est vraiment cette année d'en former plus de 400 au rythme de 30 aux 3 semaines. Et tout a été prévu pour éventuellement augmenter la capacité du centre aussi de former davantage si nécessaire. Mais il faut reconnaître que on parle de vraiment ici 400 policiers d'élite, hein, mais le travail de la police communautaire va demeurer essentiel et doit être valorisé également. Tout à fait. Est-ce qu'il est prévu d'accueillir des éléments de FADH dans ce centre de formation ou pas? Pas pour le moment. Ça a vraiment été conçu dans le contexte là, de renforcer les capacités de la PNH. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, avec le financement de ce centre de formation, opère-t-il un changement de philosophie après des années d'assistance, certains disent mal calibré aux problèmes des forces de l'ordre haïtiennes, des forces de l'ordre en Haïti, pardon? Bon, et je pense que nous, on le voit plutôt comme dans une évolution naturelle, des ajustements nécessaires, comme nous le faisons avec tous nos programmes d'aide au développement dans les autres secteurs, que ce soit l'éducation ou la santé. Nous cherchons constamment à adapter notre soutien aux besoins de notre partenaire, notamment en l'espèce la PNH, et qui ici, en fonction de l'évolution du contexte et des enjeux, avait vraiment ses besoins. Mais la construction du centre de formation tactique, l'achat d'équipements tactiques ainsi que la formation d'instructeurs spécialisés en opérations tactiques, c'est vraiment une réponse aux changements observés dans l'environnement de combat et au type de menaces auxquelles sont maintenant confrontés les policiers. Donc, mais comme tout bon partenaire, on essaie vraiment d'avoir une approche à court et à long terme. Donc, en parallèle à la formation tactique, qui davantage pour répondre à un besoin critique maintenant, il faut continuer à investir dans la police de façon générale et nous continuons à soutenir la formation de la relève à plus long terme au niveau des cadres de la police via notre appui de long terme à l'Académie nationale de police. Parce que ça doit rester, ça doit continuer. Et je dois vous dire que vraiment, il n'y a pas beaucoup de forces policières dans le monde qui ont l'entraînement, l'équipement et le courage nécessaire pour faire face à une situation de guerre urbaine contre des gangs lourdement armés et la capacité de la PNH à mener ses opérations offensives et à servir la population malgré l'adversité est vraiment remarquable. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, a aussi offert pour la première fois 10 véhicules blindés de transport de troupes à la PNH. Peut-on s'attendre à d'autres dons similaires? Oui, effectivement, on continue avec notre engagement et encore une fois, comme je vous explique, on essaie vraiment d'ajuster selon les besoins. Donc, au cours des 2 dernières années, on a fourni une très grande quantité d'équipements dans le but de renforcer la capacité de la PNH à mener des opérations tactiques en milieu urbain et à protéger les frontières terrestres ainsi que l'espace maritime. Bon, on a une image vaut 1000 mots, comme on dit, les 10 blindés, ils sont impressionnants, mais c'est une vignette sur une contribution en équipement que le Canada fait depuis maintenant 2-3 ans.
Si j'avais à faire le bilan de ce qu'on a contribué à travers les programmes bilatéraux, on parle de plus de 300 véhicules et motocyclettes. On les 10 blindés, évidemment, pour le transport des troupes. Mais on parle aussi de centaines de pièces de rechange pour les véhicules. Ça, c'est critique, parce que un blindé, ça peut tomber en panne. Donc, c'est pas que les blindés, il y a aussi des pièces. Plusieurs centaines d'équipements de protection individuelle. 1200 radios pour que les gens puissent communiquer, des radios à fréquence contrôlée. Plusieurs milliers de trousses de premiers soins tactiques parce qu'on veut. Et on a fait la formation aussi en premiers soins parce que on veut s'assurer que pendant des opérations à haut risque, les policiers sont équipés pour venir prendre soin de leurs collègues dans des situations critiques pour justement leur permettre là de résister. Et on parle aussi de plusieurs autres équipements visant à améliorer les capacités opérationnelles et tactiques de la PNH. On a dans le pipeline une centaine de véhicules additionnels qui vont servir à faire des patrouilles. Puis ça, c'est en cours de livraison là dans les semaines à venir. Ce sont des véhicules blindés ou pas? Ou des 4x4? Non, on parle plutôt de véhicules de patrouille parce que c'est très important en préparation des élections éventuelles, en préparation de l'arrivée de la force de répression des gangs. Il va y avoir un souci pour la PNH d'occuper davantage le territoire. Donc, on parle ici d'une centaine de véhicules qui seront remises aux policiers dans les régions pour qu'ils puissent continuer à faire la patrouille du territoire. Est-ce qu'on doit s'attendre ou pas à des dons d'équipements létaux? C'est pas dans nos plans pour le moment. Définitivement, c'est pas dans les plans du Canada, mais tout ce qui vient autour, on est au rendez-vous. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, a contribué au basket fund de la PNH à coût de millions, sans résultat probant, juge certains. Et assiste-t-on à un vrai tournant, à un changement de cap de la coopération dans le sens d'une reconnaissance de ce qui ne marche pas et d'un effort pour avoir plus d'efficience et plus d'efficacité dans vos actions? Encore une fois, je pense que c'est plutôt un ajustement selon les besoins. Mais c'est vrai, vous le notez, le Canada est le principal contributeur au Basket Fund Sécurité. Mais le Basket Fund, c'est un fonds multidonateur, donc on n'est pas les seuls à le diriger. C'est vraiment mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui vraiment vise à appuyer la PNH en équipement, en formation, en infrastructure. Donc, à travers le Basket Fund, évidemment, il y a quelques années, le souci avait été identifié que des commissariats qui avaient été détruits par les gangs devaient être reconstruits, d'équipements qui étaient défaillants, absents, formation. Donc, c'est vraiment, on a mis beaucoup l'emphase sur la réhabilitation de plusieurs commissariats à l'extérieur de Port-au-Prince, en région. On parle de Thomasin, 25, Toussaint, l'ouverture, Jacmel, Les Cailles, Jérémie. Donc, c'est pas nécessairement visible ici à Port-au-Prince, mais c'est effectivement très utile en région pour permettre à la PNH de reprendre sa place au sein de la société, puis de faire son travail. Livraison de nombreux équipements qui ont renforcé l'efficacité des opérations de la PNH. On parle encore ici de plusieurs dizaines de véhicules, dont plus de 200 motocyclettes, plusieurs centaines d'équipements de protection individuelle et beaucoup de formation. Parce que l'équipement, c'est une chose, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser correctement pour avoir l'impact souhaité. Donc, il faut être clair, la solution, ceci dit, ultimement, pour le succès de la PNH, c'est une solution politique. Et ces investissements-là, ils sont importants, mais à eux seuls ne pourront jamais résoudre la crise auquel Haïti fait face aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, la communauté internationale en général, le Canada en particulier, s'est-elle trompée ces dernières années dans l'aide offerte à Haïti pour ses forces de sécurité ou sur la nature du problème sécuritaire posé par les groupes criminels? Écoutez, je peux pas vous l'expliquer. Je pense qu'il faut, encore une fois,
je sais que ça peut être compliqué, frustrant, mais les blindés qui sont livrés aujourd'hui ont probablement été commandés il y a plus d'1 an. Je sais pas si vous pouvez. Donc, c'est sûr que ce soit le déploiement d'une force multinationale, que ce soit la mise en place de programmes de formation, que ce soit de l'équipement qu'il faut commander, livrer, tout ça prend du temps. Donc, c'est sûr que un ajustement un ajustement aujourd'hui aura probablement un impact dans plusieurs mois. Donc, c'est malheureux, mais c'est la nature de la situation. Nous, notre objectif, encore une fois, c'est toujours d'essayer de s'ajuster le plus rapidement possible à l'évolution de la situation, et c'est ce qu'on a fait ces dernières années. On priorise vraiment les besoins prioritaires de la PNH en consultation avec cette dernière qui, on doit reconnaître, évolue rapidement. Donc, on a, de notre point de vue, su adapter notre réponse en réorientant une grande partie de l'aide au développement, au renforcement de la PNH, puis en adaptant le type d'appui apporté, bien qu'ayant mis beaucoup d'emphase à court terme sur la sécurité, il faut aussi ne pas oublier que c'est très important pour nous de maintenir les investissements importants afin de s'attaquer à certains enjeux qui se trouvent clairement à la base des problèmes d'insécurité. Donc, on met beaucoup d'emphase sur la lutte à l'impunité et la corruption parce que de notre point de vue, on peut amener toute la sécurité qu'on voudra si on construit pas un système de justice indépendant, impartial, efficace, qui a des dents et qui peut livrer une justice. Le problème d'insécurité va perdurer. Donc, le combat, de notre point de vue, contre l'impunité et la corruption nécessite vraiment une approche de renforcement institutionnel sur le long terme, mais on agit aujourd'hui pour mettre les fondations solides, notamment les pôles spécialisés là, contre les crimes de masse et les crimes financiers. Mais pour que ça puisse fonctionner, ça nous prend un appui politique. Parce que au final, c'est à ce niveau-là que l'échec aura lieu s'il y a, mais on a de bonnes raisons de se réjouir que le train est sur les rails en ce moment. L'ambassadeur André Giroux répond à nos questions. Merci pour cette disponibilité. Nous le disions en début d'interview que le Canada est un partenaire durable d'Haïti. Vous êtes là depuis la formation, la création de la police. Mais je ne vais pas remonter à 1994. Disons ces 5 dernières années, que représente l'enveloppe de la coopération sécuritaire du Canada avec Haïti depuis 2021, par exemple? Entre 2022 et 2025, nous estimons qu'on a fourni l'équivalent d'1 demi-milliard de dollars en aide internationale à Haïti. C'est beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé. On a augmenté, ajusté et ciblé nos investissements en aide internationale à Haïti. L'enveloppe de la coopération visant le volet sécuritaire représente plus de la moitié de ces 500 millions de dollars. Et si on regarde les derniers chiffres publiés pour l'année fiscale 2023-2024, on voit qu'Haïti est le pays ayant reçu le plus d'aide internationale du Canada de notre côté. Donc pour nous, c'est un engagement qui perdure à travers le temps, mais qui a su s'ajuster, se cibler sur les besoins les plus critiques ces dernières années. De ces 500 millions de dollars entre 2022 et 2026, est-ce qu'il y a une partie non encore absorbée de l'enveloppe? Si c'est le cas, quel est le montant? Maintenant, pour 2026 et au-delà, avec l'arrivée de la force de répression des gangs, est-ce qu'il y a d'autres enveloppes, d'autres allocations en vue? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez partager avec nous les montants et aussi des allocations ou des affectations envisagées de préférence? Ouais. Bon, dans ces 500 millions, il y a des programmes classiques. Il y a eu des, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a maintenant 3 ans, je crois,
Notre premier ministre à l'époque, M. Trudeau, avait annoncé une enveloppe additionnelle de 100 millions pour venir en aide spécifiquement équiper, former, appuyer la PNH. Ce n'est pas facile de dépenser de l'argent de façon responsable dans les circonstances actuelles en Haïti. Donc, cette enveloppe-là, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est complètement... on a identifié les priorités et ça a été complètement dépensé. Je peux pas me prononcer sur l'avenir parce que c'est pas ma décision ultimement. Mais la chose que je peux vous dire, c'est que l'engagement qu'on voit du Canada, qu'on a vu du Canada ces dernières années, j'ai toutes les raisons de croire qu'il va continuer pour les années à venir. Pour la force de répression des gangs, par exemple, le Canada a investi maintenant 125 millions, plus de 125 millions de dollars juste en appui financier à cette force. Et on est bien conscient que malgré la nouvelle structure, le Bureau d'appui des Nations Unies, il y aura toujours un besoin pour des contributions volontaires et je peux vous assurer que le Canada sera au rendez-vous. Mais ceci dit, nous avons fait notre part. Nous encourageons en ce moment d'autres partenaires à se joindre à nous et à joindre le groupe des contributeurs financiers. Ces 125 millions de dollars, est-ce de l'argent frais ou une allocation à cheval sur la MMAS et la force de répression des gangs? Ben, c'est la même force, hein. Donc il y a eu une contribution. Ça, c'est de l'argent dépensé, c'est de l'argent qui a été viré dans le Trust Fund des Nations Unies en appui à anciennement la MMAS, qui est devenue la force de répression des gangs. Mais beaucoup de cet argent-là n'avait pas été dépensé pendant la force, la première phase. Et donc, ces millions sont toujours dans le Trust Fund. Évidemment, on n'est pas les seuls, mais on est de loin le premier contributeur financier au Trust Fund. On souhaite que d'autres se joignent à nous. Et on est en bonne posture financière pour l'année qui s'en vient. Il faut reconnaître qu'on passe de 1000 à 5500. Nous avons les fonds pour subvenir aux besoins pour la prochaine année, mais il va falloir repasser le chapeau continuellement. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Pour le Trust Fund, est-ce que vous pouvez faire un exercice de ventilation? Vous avez dit que le Canada est le principal contributeur. À date, quel montant est disponible au niveau de ce fonds, de ce Trust Fund? Le Canada a contribué à quelle hauteur exactement? Ben, comme je vous expliquais, j'ai pas les chiffres sous les yeux, malheureusement, mais je peux vous dire qu'on a fait une première contribution de 86 millions. On a annoncé à l'automne dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une contribution additionnelle de 40 millions. Donc là, on se trouve à être autour de, justement 125 millions. Il y a eu une contribution récente de l'Allemagne, il y a eu des contributions évidemment de d'autres donateurs, que ce soit la France, le Royaume-Uni. Je sais qu'il y a même eu le Danemark qui est au Conseil de sécurité. J'ai pas tous les pays sous les yeux, mais ces contributions, elles sont essentielles parce que la nouvelle structure, le Bureau d'appui des Nations Unies, va maintenant, dorénavant, à partir du 1er avril, mais jusqu'à maintenant, on s'entend là, les frais de la force actuelle telle qu'elle est, c'est le Trust Fund, c'est le in-kind qui vient pour l'essentiel des États-Unis. Donc, c'est vraiment les deux sources de fonds principales pour la force qui est sur le terrain en ce moment. À partir du 1er avril, le Bureau d'appui des Nations Unies prend le relais. Mais ce bureau ne couvrira qu'à peu près 80 à 85% des coûts. Donc, les contributions volontaires vont toujours être utiles, notamment via le Trust Fund. Maintenant, sans la ventilation, quel montant est disponible aujourd'hui au niveau du Trust Fund? Encore une fois, excusez, je pas. Ah, ok, le montant global, ok. Les yeux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a les fonds nécessaires pour subvenir aux coûts qui ne sont pas couverts
par le Bureau d'appui des Nations Unies pour la prochaine année qui s'en vient pour une force qui aura 5500 personnes. Et ça inclut également, faut pas oublier, le Bureau d'appui du représentant spécial qui fait partie de la structure tout en étant un peu à l'extérieur. Ok, je vais aux informations. J'ai aux informations auprès du PNUD pour avoir cet update. Mais d'un côté haïtien, est-ce qu'il y a, monsieur l'ambassadeur, des discussions avec les responsables haïtiens sur l'effort national, l'effort haïtien à faire pour renforcer les forces de sécurité et pour contribuer également au niveau du basket fund pour la force de répression des gangs? Oui, et puis si vous, je sais pas si vous êtes familier, mais effectivement, ça fait partie des domaines essentiels. Le partenaire haïtien a une responsabilité lui-même à investir dans sa propre sécurité. C'est quelque chose qu'on appuie et qu'on essaie vraiment de favoriser. La PNH, les forces armées d'Haïti doivent croître, doivent se reconstruire, doivent grandir. Et c'est vraiment un effort qu'on est prêt à accompagner, mais qui doit en premier lieu venir du partenaire haïtien. La résolution qui a vu à la création de la force de répression des gangs reconnaît cette contribution importante de l'État haïtien dans sa propre sécurité. Il y a même un paragraphe à la fin de la résolution qui parle de l'importance pour Haïti de rencontrer certaines échéances, indicateurs de façon à ce que ces investissements-là se fassent. Parce que il faut reconnaître, la force de répression des gangs, c'est une solution temporaire. Notre plus grand souhait, c'est que les forces armées d'Haïti, comme la PNH, pourront prendre le relais et assurer et donner aux Haïtiens et aux Haïtiennes leur sécurité pour l'avenir. Ok. J'ai bien compris cette partie-là. Maintenant, en interview au Nouvelliste, le Premier ministre Fils-Aimé a indiqué que l'État haïtien au nord, cette partie-là de son engagement, va faire l'acquisition de terrain pour la construction de bases, des constructions en dur, pour citer le Premier ministre, de façon à ce que ces infrastructures-là soient disponibles et exploitables par le pays après le départ de la force de répression des gangs. Est-ce que la contribution haïtienne à la force de répression des gangs pourra être considérée ultérieurement comme des investissements pour renforcer ses propres capacités? À ce niveau, est-ce qu'il y a des chevauchements à comprendre ou à éviter? Je pense que ce sont tous des bonnes choses parce qu'effectivement, la vision et le souhait, c'est donc sur la base d'un terrain haïtien qui est détenu par l'État haïtien. L'idée, c'est de laisser derrière des infrastructures pérennes qui pourront être remises aux autorités haïtiennes pour continuer le travail. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment la mission, la force de répression des gangs vient de façon temporaire, parce qu'on n'est pas dans la solution à long terme, on est vraiment dans une solution pour aider, donner la chance aux autorités, aux forces de sécurité haïtiennes de se reconstruire, mais donc elle est là de façon temporaire, mais elle laissera derrière elle des infrastructures permanentes qui serviront à maintenir cette sécurité pour l'avenir. Donc c'est évidemment tout ça est fait en partenariat et la contribution du gouvernement haïtien est clé. Son appui, son leadership qui a lieu maintenant et qui, j'en suis sûr, continuera pour les mois à venir. Deux dernières questions avant de vous remercier pour votre disponibilité. Comment se porte, monsieur l'ambassadeur, la coopération entre Ottawa et Port-au-Prince depuis que le Premier ministre Fils-Aimé a pris les rênes du pouvoir? Bon, écoutez, il n'y a aucun doute que, comme vous avez pu le noter, vous avez pu voir, le Canada, pour les raisons de stabilité, de continuité, a choisi de faire front, de faire échec
aux tentatives de prolonger le conseil présidentiel de transition parce que notre analyse, c'est que le bilan est vraiment malheureux. Beaucoup trop d'énergie ont été mis au jeu de coulisses et aux nominations partisanes, et ça au détriment du bien-être de la population haïtienne. Donc, on est très heureux de la tournure des événements parce qu'on a opté pour la continuité en vue de livrer et de redonner au peuple haïtien sa sécurité et son droit souverain constitutionnel de choisir ses dirigeants. Donc, maintenant que M. Fils-Aimé a réussi à s'entourer avec les membres du Pacte national, d'une masse critique d'acteurs politiques, économiques, de la société civile, je pense qu'il a tous les outils entre les mains pour continuer sur sa mission de livrer la sécurité et le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Est-ce qu'un blanc-seing, pardonnez-moi, est-ce qu'un blanc-seing a été donné à M. Fils-Aimé? Pas du tout. C'est justement ce que j'étais pour dire. Avec plus de pouvoir viennent plus de responsabilités. Je sais qu'il en est bien conscient, mais je peux vous dire que de notre côté, la seule chose ce qui a guidé et qui continuera à guider l'engagement et l'action du Canada, c'est le bien-être du peuple haïtien, sa sécurité et son droit constitutionnel de choisir ses dirigeants. Donc, c'est ce qui nous a guidés et ce qui va continuer à nous guider. Et encore une fois, je pense que M. Fils-Aimé, avec la masse critique d'appui qu'il a, s'est engagé dans cette direction. Donc, nous l'encourageons à maintenir le cap et à livrer sur les principaux chantiers de la transition. Monsieur Fils-Aimé, après l'accord, le pacte, vous l'avez évoqué, le pacte pour la stabilité et les élections, on observe qu'il n'y a pas de date d'échéance pour cet accord. Monsieur Fils-Aimé a dit que c'est conditionné aux élections, c'est au contraire fermé par cet agenda-là, mais il y a des gens qui disent un accord politique sans date d'expiration, ça peut sentir le roussi quand on a en tête l'histoire récente d'Haïti. Monsieur Fils-Aimé a indiqué de son côté qu'il va tout faire pour établir la sécurité et organiser les élections. Est-ce qu'il y a des leçons que vous souhaiteriez, je dirais, utiles à retenir par les acteurs politiques en responsabilité ou non, compte tenu de l'échec des deux précédentes phases de la transition, monsieur l'ambassadeur? Ce que j'ai dit et ce que je continue à dire à tout le monde qui sont venus nous voir en disant s'il vous plaît, prolongez, s'il vous plaît, choisissez-nous, s'il vous plaît. Voilà, notre point de vue a toujours été, vous avez choisi votre cheval de bataille. Maintenant, votre rôle, c'est de l'appuyer. Donc, les politiques qui critiquent la structure, ce que je leur dis, c'est vous voulez vous débarrasser de cette structure, appuyez-la. Rendez-lui, donnez-lui l'appui nécessaire pour qu'elle puisse livrer sur cette sécurité. Vous avez tous un rôle à jouer. Et plus vite vous livrez la sécurité, plus vite vous aurez vos élections, plus vite vous pourrez choisir vos dirigeants. Donc, on s'entend, tant et aussi longtemps qu'on ne redonnera pas au peuple haïtien sa sécurité et son droit souverain et constitutionnel de choisir ses dirigeants, on aura échoué. Donc, encore une fois, s'il y a des leçons à retirer de tout cela, c'est on veut une structure qui est flexible, qui a un objectif très clair, et c'est avec l'appui de tous qu'elle réussira à livrer, parce qu'on s'entend, la sécurité, ça ne peut pas se faire sans l'appui de tous les acteurs, parce qu'on sait très bien qu'en Haïti, il y a pour 2 personnes qui avancent devant, il y en a 2 qui donnent des crocs en jambes. Donc, ces gens-là doivent maintenant se rallier et faciliter justement ces efforts de façon à arriver à ces élections et gagner de façon démocratique par vote populaire leur droit à la parole, leur droit à être assis à la table de décision. Optimiste, c'est ma dernière question quant à la tenue des élections du premier tour en août.
ou au second tour, début ou mi-2027. Est-ce que vous êtes optimiste en considérant la situation sécuritaire, les défis logistiques, managériales et tout ce qu'il y a autour des élections à mettre en place? Écoutez, moi, je suis un éternel optimiste, mais un optimiste lucide. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui une structure politique mobilisée, appuyée par une masse critique d'acteurs qui viennent tant du secteur politique, des affaires, que de la société civile. À cela s'ajoute une police nationale qui est de plus en plus équipée, capable, compétente. Elle l'a toujours été, mais elle est davantage et davantage. Il y a ce programme de former des nouveaux policiers à l'ordre de cohorte d'à peu près 1000 policiers aux 3 mois. Donc, elle se renforce, elle grandit. À cela s'ajoute une force de répression des gangs avec un mandat beaucoup plus robuste, 5 fois la force actuelle, qui est en cours de déploiement, qui sera au rendez-vous à partir d'avril et qui sera sur le terrain efficace. Donc, quand on met tous ces éléments-là ensemble, on a toutes les raisons d'être optimiste. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que autant on parle de l'importance de mettre fin à l'impunité, de mettre fin à la corruption, on sait très bien qu'il y a des acteurs politiques et des acteurs économiques en Haïti qui vont tout faire pour faire échouer cette justice, car ils s'accrochent à l'impunité qu'ils se sont payés. Donc, il faut être vigilant, il faut être uni derrière les structures en place, et il faut pas hésiter à dénoncer ces acteurs mafieux qui, malheureusement, trop souvent, réussissent à créer du chaos. Donc, mais ceci dit, oui, je suis un optimiste lucide, bien informé sur la base de faits et d'efforts qui convergent vraiment vers une solution qui bientôt pourra redonner aux Haïtiens l'espoir. En 10 secondes. Et leur droit de choisir leurs dirigeants. À 10 secondes, vous n'êtes pas attaché à des individus, mais à des objectifs, à la démocratie, au retour au fonctionnement des institutions prévues par la Constitution, si j'ai bien compris, monsieur l'ambassadeur. Tout à fait. Comme tous les individus, tous les acteurs qui sont en jeu en ce moment, ils sont là pour faire un travail, ils sont là pour défendre un principe, ils sont là pour avancer. C'est vraiment le collectif qui doit prendre le relais. On doit y croire, mais on doit l'appuyer aussi. Ambassadeur Giroux, merci de cette interview, de cette conversation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.